Bien, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver à ce salon All for Customer qui a beaucoup changé de nom et qui a été co-créé par la FRC en 1998. Ça ne nous rajeunit pas. Nous, on n'a pas changé de nom, ça s'appelle toujours la FRC. Vous avez un très beau magazine qui est à votre disposition à l'entrée avec un dessin de Guillaume Villarose qui est dans la relation client. On remercie beaucoup Guillaume de se prêter au jeu des caricatures et je crois qu'il est dans la salle. Bonjour Guillaume. Alors, on est ravis de vous retrouver. Je vous rappelle que la FRC, c'est la plus grande communauté des professionnels de la relation client. Notre passion, c'est la relation client. Il y a un petit peu de l'Arsène, non? Peut-être que je me recule un tout petit peu. On a aujourd'hui une forte croissance. On a plus de 320 entreprises qui sont membres de la FRC avec 3500 professionnels. Rejoignez-nous, il y a encore de la place, ne vous inquiétez pas, afrc.org, www.afrc.org. On est là pour vous accompagner sur tous les changements, sur l'ensemble des bouleversements et des meilleures pratiques que l'on peut partager ensemble et surtout, évidemment, des évolutions qu'on décrypte sur les nouvelles technologies. Et Dieu sait si on en a vu des technologies à travers ce salon. Ce salon s'appelait le CECA, pour ceux qui s'en souviennent, le Salon européen des centres d'appel. Alors aujourd'hui, on lance, c'est l'occasion pour nous de lancer aussi, à l'occasion de cette plénière, les candidatures pour les palmes de la relation client. Si vous souhaitez candidater, on a décidé cette année de trouver comme nouveau thème les métamorphoses de la relation client. Alors pourquoi ce terme? Évidemment parce que la relation client et l'expérience client est en pleine transformation profonde, porté par cette intégration des nouvelles technologies, on va en parler beaucoup. À peine nous venions d'intégrer l'IA générative fin 2022, que déjà on nous parle, et dans les salons ici, dans les allées, vous allez entendre parler d'Agentic AI, des agents IA qui fonctionnent de manière indépendante, avec ces armées. On nous apprend que les IA vont orchestrer les interfaces multimodales. Donc tous ces changements, on va les décrypter. Vous voyez, il y a encore de la place, là, il y a un monde fou. On va les décrypter ensemble avec le merveilleux panel que j'ai avec moi. Alors, est-ce que l'Agentic AI va surmonter d'ailleurs tous les défis qui sont devant nous, le premier, c'est bien sûr l'unification des sources de données disparates. On peut imaginer aussi des agents IA qui vont arriver à trouver tout seul un produit, un service, une solution de voyage. On en parlera tout à l'heure avec nos amis d'Air France. Comment les entreprises vont en tirer profit de toutes ces métamorphoses au service, bien sûr, d'abord des clients et des collaborateurs, des deux parties prenantes. Demain, est-ce qu'on aura une armée d'humains et de bots qui feront partie de la même équipe au service de cette performance client? Est-ce que les bots seront une nouvelle force de travail aussi, capable de prendre des décisions? Est-ce que l'humain ne fera pas la différence? Est-ce que l'humain n'apportera pas justement ce plaisir et ce souvenir? Alors d'un côté, on a des clients qui nous disent, 71% des clients, c'est toujours des chiffres que je vous livre, qui viennent du baromètre à FRC Cision. 71% des clients nous disent qu'ils cherchent de la simplification, 59% veulent de l'hyper-personnalisation. Et côté entreprise, 77%, près de 80% des entreprises nous disent utiliser déjà l'intelligence artificielle générative dans l'expérience client pour une myriade de cas d'usage. Bien sûr, l'instantanéité et la qualité des réponses, l'hyper-personnalisation dont je parlais, mais surtout et aussi pour aider les conseillers dans la gestion des données et des connaissances, pour les accompagner au quotidien, pour qu'ils se concentrent véritablement sur leurs talents, sur l'empathie, la créativité et leur expertise. Est-ce que demain, la différence ne viendra pas du human made, fait par l'humain? Donc, nous allons en parler tout de suite avec nos invités. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter ce merveilleux panel qui est avec nous. Et tout d'abord, Stéphanie Charlex-Meyer, qui est SVP Customer Service chez Air France KLM. Elle a été palme de l'expérience client 2024. On peut l'applaudir. Bravo, Stéphanie. À ses côtés, il y a également Florent Villain, directeur général adjoint, direction relations sociétaires. Florent, lui, gagne tous les prix, bien sûr, le podium de la relation client à la Maïf. Bonjour Florent, on l'applaudit également. Merci beaucoup.
Nous avons aussi Alain Angeram, qu'on connaît bien, Alain, depuis tant d'années, directeur de la relation client et de l'expérience collaborateur dans son titre chez Bouygues Télécom. Et il a obtenu une palme de l'expérience client collaborateur 2024. Bravo Alain, on l'applaudit également. Et Christophe Leclerc, le D4 comme on dit, ceux qui adorent le sport. Il est leader commerce et relations clients France chez Decathlon. Il a été élu directeur de l'année 2024. Donc pendant un an, on va le voir sur tous les plateaux de télé. Peut-être le 20h aussi. Bravo Christophe. Alors on va leur demander rapidement de se présenter et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Je crois que vous avez à votre disposition un petit QR code ou en tous les cas un SMS pour pouvoir poser des questions qui arriveront sur la tablette. Donc n'hésitez pas, c'est très interactif à nous poser des questions pendant les débats. Donc je vais vous demander de vous présenter. D'abord Stéphanie, peux-tu nous présenter l'expérience client et la relation client chez Air France KLM? Et puis ton périmètre, je crois qu'elle est très organisée. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par me présenter. Stéphanie Charlex-Meyer, donc je suis responsable et directrice du service client pour Air France KLM. C'est une fonction groupe au niveau de la compagnie aérienne. Alors, en quelques chiffres, la relation client pour Air France KLM, c'est autour de 20 millions de contacts chaque année, avec une particularité, c'est que c'est une activité qui est mondiale. On gère plus de 30 langues, donc une complexité. On est présent sur tous les canaux et notre mission, c'est vraiment d'accompagner nos clients à toute étape de leur parcours. Donc, ça peut être toutes les questions qu'un client se pose avant l'achat, pour l'achat, ou pendant le vol ou la connexion s'il rencontre des difficultés, ou après vol s'il y a des retours à faire. Donc toutes les interactions clients sont gérées par mes équipes. Pour ça, on s'appuie sur 5000 conseillers qui sont déployés à travers le monde et qui gèrent toutes ces interactions. Donc un enjeu fort. Tu demandais quelle est l'expérience client pour Air France. Alors je vais faire un petit focus sur la compagnie Air France. Depuis quelques années, on a une ambition partagée et assumée de premiumisation de nos produits. Donc on investit lourdement. On a récemment, et vous l'avez peut-être vu, annoncé une nouvelle cabine, la première. On investit fortement dans le renouvellement de nos flottes, de nos avions, de nos aménagements cabines, de nos produits à bord, de nos produits au sol. Ça passe par les salons. Donc un investissement lourd pour accompagner la montée en gamme. Et dans ce parcours client, la relation client joue un enjeu clé. Pour nous, elle est partie intégrante de cette montée en gamme. On sait que toutes les interactions qu'on a avec nos clients, c'est l'opportunité de gagner sa confiance et de renforcer sa fidélité. Donc c'est un enjeu crucial pour l'entreprise. Et c'est vrai que la crise Covid, ça a été l'opportunité de montrer que l'humain et la relation client, c'est un atout par rapport à la concurrence et pour se différencier. Donc un enjeu fort et on participe pleinement à cette ambition de monter en gamme. On se souhaite tous d'aller, bien sûr, en première chez Air France. Florent, à la Maïf, on change de secteur d'activité. Je le disais tout à l'heure, les profils en fait, de direction montent en gamme. Tu es directeur général adjoint à la Maïf. Pourquoi c'est important aussi l'expérience client à la Maïf? Bonjour à tous. Et ton périmètre. Oui, bonjour à toutes et à tous. Avant de vous parler peut-être de moi et de mon périmètre, peut-être vous dire un mot de nos clients, parce que nous on les appelle les sociétaires. Les sociétaires à la Maïf, ils sont positionnés à deux endroits, dans l'entreprise d'abord et dans notre modèle de développement ensuite. Dans l'entreprise parce que le sociétaire, en fait, c'est un des maillons de la gouvernance. C'est historique dans les mutuelles. La Maïf a été créée il y a 90 ans. Nos sociétaires, en fait, ils sont représentés par 21 administrateurs qui sont des enseignants, des acteurs de l'économie sociale. Et donc, le conseil d'administration contrôle l'action de la direction générale. Donc, on a vraiment la voix du sociétaire, la voix du client dans la gouvernance. Et puis, on est une mutuelle attachée, en fait, à un principe assez fort qui est le principe d'assureur assuré. On aime bien responsabiliser nos sociétaires sur leurs responsabilités dans la communauté. Je vais vous donner une petite anecdote qui illustre bien ce positionnement assez atypique. Il y a quelques mois, quelques années peut-être maintenant, on a une sociétaire qui nous déclare un cambriolage, donc pas très drôle. Elle se fait voler pour à peu près 8 000 € que l'on indemnise. Et puis quelques semaines après, elle retrouve sa bague de famille qui valait déjà à elle seule 1 500 €. Elle nous appelle pour nous dire j'ai retrouvé la bague, donc je vous rembourse.
Voilà. Ça, c'est le principe assureur-assuré, un engagement personnel en fait, dans la communauté. Et puis le sociétaire, il est au cœur de notre modèle puisque tout repose finalement dans notre schéma sur sa satisfaction, puisqu'on a ce qu'on aime bien appeler le cercle vertueux de la confiance à la Maïf. C'est la satisfaction du sociétaire va encourager sa fidélité, la fidélité va encourager sa capacité à prescrire et donc à faire venir des nouveaux sociétaires. Et donc là, peut-être plus qu'une anecdote, je peux vous citer 2 chiffres. Ça se traduit par un taux de départ volontaire de nos sociétaires qui est juste au-dessus de 4%. Je pense que c'est le meilleur du marché. Et un NPS qui approche les 40. Donc on voit bien le potentiel de recommandation que l'on a. Et là aussi, je peux citer une anecdote. Elle est assez récente, à date de l'automne, où on a un jeune sociétaire qui a eu un contact avec un de nos conseillers et qui, à la fin de l'entretien, dans l'enquête à chaud, nous remonte c'est génial en fait de pouvoir... J'adore votre job parce que vous réglez les problèmes des autres. Et d'ailleurs, si d'aventure vous recrutez, je serais intéressé pour vous rejoindre parce que j'aimerais bien pouvoir faire le même job que vous. Bouclé. Donc évidemment, la clé, c'est de prendre soin de nos sociétaires. Ça, c'est le rôle de mes équipes. Donc je passe du sociétaire à mes équipes. Les équipes, donc la direction relations sociétaires, en fait, mes équipes, ce sont tous ceux qui sont en interaction humaine avec les sociétaires. Donc les conseillers, que ce soit en agence, on appelle ça des délégations conseils chez nous, en centre de contact, en gestion de sinistres, mais également dans l'animation de tous ceux qui nous aident dans les prestations d'assurance, c'est-à-dire nos réseaux de partenaires, les avocats, les médecins, les garages, les experts. Donc vraiment la première ligne en contact avec les sociétaires, c'est la maîtrise d'ouvrage de tous les outils pour les aider. C'est le pilotage de la recommandation, le pilotage de la satisfaction, c'est le lien avec la médiation de l'assurance. Voilà, ça c'est véritablement l'organisation de mes équipes. C'est assez atypique sur notre marché, sur l'assurance, puisque généralement dans l'assurance, on a d'un côté le business, d'autre côté le back-office. Et c'est vrai qu'on fait partie des rares assureurs à avoir mis en fait, dans la même direction tous les acteurs finalement de la relation humaine avec les sociétaires. Et moi, mon rôle dans tout ça, c'est de prendre soin de ces 5000 personnes sur les 9000 que compose l'entreprise. Vaste sujet. Alain, tu as aussi un titre qui est assez spécifique chez Bouygues Télécom, des directeurs expérience client et expérience collaborateur. Tu couvres les 2 sujets. Quel est ton périmètre ? Oui, bonjour. Eh bien, l'expérience client est un élément essentiel, bien évidemment, chez Bouygues Télécom, mais on met aussi au centre nos collaborateurs et donc le périmètre dont j'ai la charge. D'un côté, ça va être des équipes opérationnelles, donc des opérations, à la fois nos conseillers de clientèle, nos techniciens qui, sur la fibre, vont tous les jours installer des clients, donc environ 10 000 personnes, donc internes ou externes, qui sont au contact des clients, au téléphone, mais aussi directement chez le client. Des opérations telles la supply chain, la gestion financière, donc tout ce qui va aider finalement et concourir à faire des clients satisfaits. Et de l'autre côté, depuis maintenant plusieurs années chez Bouygues Télécom, donc on a monté des équipes qui vont gérer l'ensemble des outils informatiques des équipes front office de Bouygues Télécom. Donc là, on va rajouter les vendeurs dans les boutiques, les télévendeurs, les personnes qui font de la DAD. Donc toutes ces personnes-là, eh bien, donc en lien avec la DSI, donc on a des équipes qui vont eh bien, travailler sur leurs outils, travailler pour réaliser des outils les plus ergonomiques, les plus fluides possibles, les plus interconnectés. Donc aujourd'hui, par exemple, l'outil des conseillers de clientèle est totalement en lien avec l'outil des techniciens qui sont sur le terrain pour beaucoup de fluidité. Et derrière ça, eh bien, ça permet finalement de délivrer un service meilleur au quotidien aux clients et avoir cette fameuse symétrie des attentions collaborateurs-clients. Alors Christophe, Decathlon, c'est la marque préférée des Français. Ça se voit d'ailleurs, regardez le monde qu'il y a là. Je ne sais pas si c'est que pour Decathlon, mais j'ai l'impression qu'ils sont venus nombreux t'écouter aussi. Donc quel est ton périmètre ? Bonjour à tous, donc je m'appelle Christophe Leclerc et j'ai la chance d'être le directeur de la relation client France chez Decathlon. Alors la relation client chez Decathlon, elle repose avant tout sur l'humain. L'omnicanalité, le digital, mais aussi porté par des collaborateurs qui sont passionnés, engagés et qui ont pour mission d'améliorer en continu les parcours de nos clients. Mon rôle, du coup, est au-delà du rôle d'un directeur, d'un manager, qui est de recruter, faire grandir et donner à l'entreprise ses collaborateurs.
On est là aussi pour satisfaire et engager nos clients au quotidien. Et j'en profite pour remercier mes équipes. La relation client chez Decathlon, elle est internalisée, elle est française. On délègue très peu de notre bande passante à d'autres, à des tiers, mais en tous les cas, très fiers du travail opéré par les équipes chez Decathlon. Merci à tous les quatre pour cette présentation. On va passer au deuxième temps et on va rentrer dans les métamorphoses qui vont transformer cette relation client dans les mois, dans les années qui viennent. Et déjà aujourd'hui, on va commencer avec Stéphanie. Dans le cadre de l'objectif d'Air France, tu nous disais que faire voler l'excellence jusqu'au plus haut, qu'est-ce que tu as apporté ou qu'est-ce que t'apporte cette vague technologique aujourd'hui, aussi bien d'ailleurs pour les clients que pour les collaborateurs? Alors, les développements technologiques sont une forte valeur ajoutée à chaque fois dans l'intérêt du client, au final, parce que même quand ça vient aider le collaborateur, au final, c'est la réciprocité des attentions. Donc, c'est pour aider et pour mieux servir nos clients. Alors, je vais revenir sur 2-3 points. La première, c'est que pour faire fonctionner, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, generative AI. On sait que le carburant de l'intelligence artificielle, c'est la data. Et on a la chance chez Air France d'avoir la data comme notre ADN. Pour rappel, on a 100 000 passagers par jour sur plus de 1000 vols. Donc, on manipule de la data en permanence et depuis toujours. Et au niveau du client, on avait mis en place, il y a maintenant plusieurs années, ce qu'on appelle un Customer Data Hub, c'est-à-dire une centralisation de toutes les interactions qu'on peut avoir avec nos clients en temps réel. Donc, tout contact client, un voyage, une interaction sur le site Internet, un contact avec le service client, tout ça est centralisé dans une base de données qui est accessible par tous nos conseillers. Donc, c'est ce qui nous permet d'exploiter au mieux et les capacités des nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle. Un des enjeux pour nous en termes d'amélioration du service client, c'est tout ce qui est proactivité. On croit de plus en plus dans l'anticipation, ne pas attendre que le client nous contacte pour tous les sujets qui relèvent de notre périmètre, à savoir, pour une raison ou une autre, l'expérience de voyage ne va pas être exactement conforme avec ce qui avait été promis initialement. Prendre contact avec le client, jouer sur la proactivité en fonction de ce qu'on connaît du client, de ses conditions de voyage, de ses habitudes, de ses préférences. Donc un enjeu de proactivité. Le deuxième enjeu, c'est clairement faciliter la vie de nos collaborateurs. Donc je disais, on a 5000 conseillers à travers le monde. On ne peut pas former tous les conseillers à être experts sur toutes les questions. Et pour autant, on sait que le client, quand il nous contacte, il peut avoir des questions qui vont d'un scope à un autre avec un panel très, très large. Donc, l'intelligence artificielle, on l'utilise pour aider notre conseiller. C'est vraiment la notion de conseiller augmenté, avec plusieurs cas d'usage qui fonctionnent très bien. Les premiers, c'est résumer tout ce qui s'est passé avec le client pour que dès qu'on commence l'interaction, le conseiller ait connaissance du client, de ses habitudes de voyage si c'est un client fidèle ou des voyages à venir. Donc toutes les informations clients et les résumer pour qu'il ait cette cohérence. Ce qui nous permet aussi d'être complètement omnichannel. Donc s'il a commencé à interagir par chat et qu'il téléphone par la suite, on verra le résumé des interactions. Donc résumé. Après, c'est aider le conseiller. Je disais... On a 5000 conseillers, on a une base de connaissances avec 28 000 solutions, puisqu'il y a des réponses à tout. Ça peut être des réponses sur les conditions de voyage, sur ce qu'on peut apporter en termes de bagages à bord. Donc, une base très, très riche. Et à chaque fois, pour le conseiller, ça peut prendre du temps de trouver l'information dans la base de données. Donc là encore, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aider à prompter la réponse la plus adaptée et gagner du temps. Tous les gains de temps, au final, seront au bénéfice du client, puisque l'idée, c'est de lui apporter la meilleure réponse. Donc, recherche d'informations, également des cas d'usage sur la détection d'intention pour pouvoir aussi router au mieux le client sur les équipes les plus expertes. Donc, un panel et une technologie qui est vraiment au service de nos conseillers pour les aider à trouver plus rapidement et répondre de façon plus personnalisée à nos clients. Quand on préparait cette table ronde, tu me disais aussi qu'un des leviers de performance, c'était d'écouter en permanence le client.
Qu'est-ce que ça t'a apporté aussi? La voix du client, c'est ce qui est fondamental, hein. On a tellement de richesses tous ensemble à partager que ça t'a aussi apporté. Avant de détecter des besoins, la voix du client elle-même. Tout à fait. Donc je mentionnais 20 millions d'interactions par an. Donc c'est une richesse de données incroyable qui est compliquée à exploiter parce que pareil, hein, je disais 30 langues. Donc on a des informations, mais sans l'intelligence artificielle, on n'était pas capable de les exploiter. Aujourd'hui, c'est une vraie source d'amélioration continue de nos produits et services. Alors, plusieurs exemples. Pour nous, on utilise 3 leviers en exploitant ce qu'on appelle la voix du client, ce qu'on fait en permanence et en temps réel. Premier levier, c'est la réactivité. Être capable de détecter toute tendance ou toute difficulté rencontrée par nos clients. Alors, je vais prendre les cas de dysfonctionnement de nos solutions self-service, que ce soit le site internet, l'application mobile. Il y a des cas qui sont très visibles et qu'on est capable d'identifier sans outils technologiques, comme le paiement qui ne fonctionne pas et qui impacte tous les clients. Mais il y a des cas qui sont plus diffus et sur lesquels identifier rapidement qu'il y a une difficulté pour pouvoir avoir une boucle retour la plus rapide possible et solutionner le problème rencontré par nos clients, c'est là que l'intelligence artificielle nous permet d'être beaucoup plus réactifs, de détecter ces tendances. Donc ça, c'est la réactivité sur les problèmes rencontrés. Le deuxième sujet, le deuxième levier, c'est l'anticipation. On sait qu'en écoutant la voix du client, on peut aussi détecter des tendances de fond, donc pas une réactivité à chaud, mais plus sur des ruptures de tendance ou des non-conformités de nos produits. Et là, on va alimenter tous les services de l'entreprise, donc les personnes qui travaillent sur le service à bord, en vol, service au sol, en boucle retour et en boucle continue sur quels sont les retours de nos clients, quels sont les points de difficulté rencontrés, comment s'améliorer là-dessus. Donc réactivité, anticipation et le dernier point, la personnalisation. Parce qu'on le sait aussi, les attentes de clients, elles sont très différentes d'un client à l'autre en fonction de son profil, de ses habitudes de voyage. Donc là encore, c'est vraiment la technologie qui va nous permettre de segmenter et d'affiner les besoins en fonction de certains segments et certains profils clients. Ça nous donne envie de voyager, tout ça. Alors Florent, à la Maïf, on connaît le fort attachement de l'entreprise, hein, entreprise à mission, dans l'humain. Dans ta fonction, là aussi, il y a quand même des usages autour de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative. Quel est le positionnement de la Maïf sur ces technologies ? Comme beaucoup d'entreprises, peut-être même comme toutes les entreprises, pas vraiment de débat sur le pourquoi. Pourquoi l'IA ? L'IA Gen ou l'IA agentique, on voit bien tout ce que cela peut apporter en termes d'efficacité, de confort aux salariés. Je pense même que ça pose même des nouveaux standards d'expérience. La question finalement pour nous, elle est plus sur le comment. Avec 2 convictions, c'est qu'il y a la question de la maîtrise de la technologie, évidemment. Et puis, il y a la question aussi de la capacité du corps social de la Maïf à s'emparer finalement des solutions d'IA qu'on va pouvoir mettre à disposition. Donc l'année dernière, ça a été, comme pour beaucoup d'entreprises, une année importante, puisque c'est l'année où on a essayé de poser notre ambition sur l'IA générative. Donc on a lancé un certain nombre de cas d'usage, on y reviendra tout à l'heure. Et on s'est aussi attaché à aller justement chercher cette question de l'adhésion du corps social. Pour amener avec eux, pour amener avec les collaborateurs les questions, les doutes, les craintes qu'ils pouvaient avoir sur ce sujet-là. Donc on a souhaité sur la fin de l'année 2024 lancer une convention salariée sur l'IA générative, inspirée de la méthodologie de la Convention citoyenne pour le climat. Donc on a retenu les mêmes standards de méthodologie, c'est-à-dire qu'on a tiré au sort 30 collaborateurs représentatifs de notre corps social. On les a fait former par des experts sur toutes les dimensions, les questions technologiques, les questions d'impact carbone, les questions sociales. Et ils ont travaillé pendant plusieurs jours pour nous faire des propositions, à nous, la direction générale. Donc, in fine, 39 propositions ont été adressées, de tout ordre, sur la question de l'installation de l'IA dans la relation sociétaire, notamment pendant les heures de fermeture,
sur les questions d'impact social, d'impact sur l'emploi, d'impact environnemental, sur les garde-fous à envisager, sur la formation des collaborateurs, sur la facilitation de l'accès à l'IA pour eux, avec par exemple une suggestion d'avoir des pré-prompts systématiques dans Copilot pour pouvoir s'assurer que la requête soit respectueuse de l'environnement posé par Maïf. À ces 39 propositions, on a apporté une réponse et on a pris un certain nombre d'engagements. On les a d'ailleurs même publiés. Et ce qui est intéressant avec cette démarche-là, c'est qu'on a eu 2 bénéfices, la confiance et l'accélération. La confiance dans le sens où ça nous a permis d'avoir un débat avec le corps social sur jusqu'où on pourrait aller, les garde-fous, les questions qui restaient encore à explorer. Ça nous a permis aussi de rassurer le corps social sur l'impact sur l'emploi, en prenant l'engagement qu'il n'y aurait aucun licenciement à la Maïf du fait de l'IA. Et puis, il y a eu un sujet d'accélération, parce que finalement, on a senti que les conventionnés, sur certaines questions, étaient peut-être moins frileuses que les dirigeants. Et c'est peut-être même plus les dirigeants qui se sont dit, voilà, ça c'est un petit peu... On s'est dit, ça c'est peut-être un peu prématuré, on va y aller tranquillement. Mais donc, c'était un vrai bénéfice d'accélération, ce qui nous a permis cette année, depuis le début de l'année 2025, vraiment d'accélérer, d'abord en mettant en place un cursus de formation minimum pour tous les collaborateurs, de clarifier en fait les solutions que l'on autorisait et celles qu'on voulait un peu réguler. Donc on a déployé Copilot et on voit que depuis quelques semaines, on a une progression des usages de 20% déjà sur l'ensemble du corps social. Par contre, on a un principe fort, c'est qu'on ne fait pas de l'IA pour de l'IA. L'IA vient en soutien du plan stratégique que l'on avait bâti avant d'accélérer sur le sujet de l'IA. Et on est vraiment dans, je reprends le terme que tu as utilisé, on est vraiment sur la logique d'augmentation. L'IA au service de l'augmentation de l'intelligence humaine et naturelle de nos collaborateurs. Vous pouvez citer les technologies, hein, on est dans le salon des technologies, et n'hésitez pas à citer les éditeurs, ça leur fera plaisir. Tu peux nous citer quelques cas d'usage et au bénéfice de qui, justement? Ouais. Alors moi, je ne vais pas citer beaucoup de sociétés, parce qu'on est très make à la Maïf. Non, alors depuis une dizaine d'années sur l'IA simple, on va dire, beaucoup d'utilisation, notamment dans mes équipes, sur tout ce qui est orchestration des flux. On a développé une solution interne qu'on a ouvert après en open source sur l'analyse des mails, la classification des mails, la priorisation des mails. On utilise aussi beaucoup l'IA dans l'activité téléphone sur... la qualification du profil de nos sociétaires qui cherchent à nous joindre, dans l'enrichissement du serveur vocal interactif et dans le fléchage en fait après des appels. On utilise aussi les solutions. Alors là, pour le coup, on a un partenaire qui est Zelros pour enrichir notre CRM, pour aider le conseiller ou le gestionnaire dans ses rebonds. Après, libre à lui de les utiliser ou pas dans la relation. Et puis, plus récemment, dans un contexte de hausse de tarifs, on a déployé une solution d'IA pour aider les conseillers à expliquer les variations individuelles de tarifs que chaque sociétaire pourrait avoir. Ça, c'est l'IA simple. Et sur l'IA générative, donc ce qu'on a enclenché depuis l'année dernière, il y a pas mal de choses qui ressemblent à ce que Air France veut faire. On a un gros sujet autour de l'accès, la manipulation de la documentation interne, notamment pour les gestionnaires. On a énormément de bases juridiques, beaucoup de contrats. Donc on a déployé, on est en train d'expérimenter un moteur de recherche, un bot interne pour rechercher la documentation. On a tout un sujet autour de l'entretien téléphonique. La Maïf, le téléphone, c'est 90% de l'activité. Donc on a beaucoup de flux, plus de 10 millions de flux. Et donc on est en train de travailler sur la synthèse d'entretien pour gagner un peu de liberté au moment des wrap-up, pour réalimenter automatiquement le CRM, pour qualifier les prochaines actions que le conseiller ou le gestionnaire pourrait avoir à faire. Et puis après, on a des sujets autour de l'aide à la rédaction, de mails, de courriers. Et puis, moi, il y a des sujets qui m'intéressent, c'est l'enrichissement de nos canaux digitaux pour aller tendre vers un peu le conseiller digital, que ce soit sur le site web ou sur l'application mobile. Et les sujets où on est sur un secteur, l'assurance, hyper réglementé, avec tous les ans des nouvelles réglementations, notamment autour de la connaissance client, avec beaucoup de questions à poser. Et là, j'espère que l'IA va nous aider à alléger la charge des conseillers et des gestionnaires dans le questionnement client. Ça, c'est les cas d'usage, avec 2 principes. Vigilance à la protection des données, vigilance à l'hébergement des données, vigilance à la consommation énergétique. Ce qui fait que... on prend l'IA, comme je disais tout à l'heure, véritablement en appui de... Il y a toujours un peu de Larsen, désolé. En appui finalement de notre modèle. Je le disais tout à l'heure, on a un modèle qui est centré sur la satisfaction de nos sociétaires.
On a une marque de fabrique, je pense, à la Maïf. En tout cas, c'est pour ça, je crois que nous sommes assez souvent reconnus. C'est qu'on a des équipes, nos conseillers, nos gestionnaires, qui font preuve d'une grande attention pour les sociétaires. C'est souvent intéressant quand on regarde les remontées clients, les remontées sociétaires que l'on peut avoir, c'est qu'on a des sociétaires qui apprécient le fait qu'ils aient au bout du fil ou devant eux des conseillers, des gestionnaires qui ont des émotions eux-mêmes. Et que ces émotions, souvent, sont en miroir de ce qu'eux-mêmes peuvent vivre. Et l'autre jour, je lisais un verbatim qui date de la fin de l'année d'une sociétaire qui parlait d'un gestionnaire. D'ailleurs, elle dit « il est mal nommé, vous ne devriez pas l'appeler gestionnaire ». Et ce monsieur était charmant. Il m'a embelli ma journée. Et avec des gens comme ça, vous n'avez pas besoin de faire de la pub. Quand vous lisez ça, quand vous avez ma fonction, vous vous dites que c'est quand même chouette, je trouve, de pouvoir permettre à ces salariés de se sentir libres d'être eux-mêmes et d'avoir finalement dans la journée la capacité d'avoir des humeurs changeantes. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir quelque chose de lisse. Ouais. Ça m'intéresse que les gens soient pas de la même humeur le matin et l'après-midi et que oui, effectivement, dans l'émotion, dans l'empathie, dans le conseil, il va y avoir des variations. Un conseiller, un gestionnaire, il a le droit d'être de mauvaise humeur le matin et de bonne humeur l'après-midi et inversement. Ça va se ressentir dans la relation, c'est ce qui va la caractériser. Et alors, c'est peut-être pas génial de dire ça à la plénière d'ouverture d'un salon axé sur la tech. Parce qu'on défend depuis 30 ans la valeur de l'expérience client. On se bat comme des fous. Bien sûr qu'il faut le dire. Autant je suis convaincu qu'il y a énormément de solutions aujourd'hui et demain pour aider nos gestionnaires et nos conseillers à être encore plus libres d'être eux-mêmes. Autant je ne crois pas que cette authenticité à laquelle je suis hyper attaché pour nos conseillers gestionnaires, elle puisse être imitée par une IA. Et donc je suis très très attaché à cette authenticité, c'est la force de la marque et c'est ce sur quoi on investit le plus. Si ça pouvait être le plus beau métier du monde, métier de service. Alors Alain Angeram, chez Bouygues Télécom, je pense que les technologies, ça a toujours rythmé la vie et la croissance, ça a toujours amélioré la relation client. Quel type d'amélioration justement tu peux analyser, et surtout en ce moment? Alors, les outils, effectivement, ils sont au service des clients, ils sont au service des collaborateurs. Donc, chez Bouygues Télécom, pendant le Covid, on avait dû rabattre la voilure sur notre relation humaine. Et donc, du coup, on avait pas mal développé tout ce qui était automate. Et on a souhaité persévérer dans ce domaine-là après, et aujourd'hui, on arrive à fournir un service 24 heures sur 24, en particulier sur tout ce qui est technique, puisque dans le domaine du fixe, il y a une forte dépendance du client qui veut que ça fonctionne tout le temps. Et on mise beaucoup donc sur ces automates qui vont être en complément de nos conseillers de clientèle. Aujourd'hui, on a la moitié de nos problèmes techniques qui sont résolus par un automate où le client directement va pouvoir soit réparer sa box à distance, soit faire intervenir un technicien en prenant le rendez-vous pendant ce diagnostic et donc finalement dès le lendemain avoir quelqu'un qui va venir intervenir pour essayer donc de réparer cela. Ça c'est d'un côté donc des automates traditionnels. On a de l'autre côté, je vous disais tout à l'heure, donc une volonté forte d'unifier l'ensemble de nos outils, donc avec notre éditeur Salesforce qui était présent sur la relation client en boutique dans nos centres de relations clients. On a unifié cette relation avec nos installateurs, donc qui travaillent sur le même outil pour plus de fluidité. Et ça permet d'avoir un meilleur suivi du client. Tu peux nous parler un peu des cas d'usage en ce moment qui sont en place, en test avec l'IA générative? Sur l'IAG, donc, on est parti de ce socle pour améliorer à la fois l'expérience du client, à la fois l'expérience du collaborateur. Sur le client, on travaillait donc de l'IA, on en fait depuis très longtemps, les serveurs vocaux, tout ça, c'est quelque chose qui existe et qui permet d'apporter une réponse, mais qui n'est pas toujours la meilleure. Parfois, on n'arrive pas à identifier pourquoi le client appelle, qui il est ou autre. Donc, l'IAG déployé aujourd'hui sur nos bots, voicebot, chatbot, nous permet finalement d'aller chercher ces fameux cas d'usage où finalement on n'arrivait pas à qualifier bien le client pour pouvoir augmenter notre taux d'automatisation et permettre donc à plus de clients d'être autonomes. Donc, on va mieux qualifier la demande avec un discours beaucoup plus fluide, avec des questions qui sont posées par l'IAG,
donc au client pour pouvoir l'amener finalement à mieux qualifier sa demande. Et nous, donc, ça nous permet donc d'aller beaucoup plus loin dans nos arbres. Petit à petit, on est en train de passer tous nos automates donc en IAG, puisqu'en fait, c'était finalement des arbres de diagnostic. Si le client dit A, alors on va prendre telle voie. Si le client dit B, on va prendre telle voie. Donc là, on est en train de déployer de l'IAG sur ces bots, voice bots, chatbots pour pouvoir donc finalement avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et d'adresser tous les cas puisque bien finalement l'arbre va s'adapter à ce que dit le client et à cette découverte. Ça c'est donc pour rendre le client beaucoup plus autonome. De l'autre côté, pour le conseiller de clientèle, on en a parlé tout à l'heure, dans les deux cas précédents, il s'agit de déployer donc de l'IAG sur notre console de travail et en particulier au niveau de la base de connaissances. Aujourd'hui, bien évidemment, dans les telcos, comme dans le domaine aérien, on a énormément de plans tarifaires, énormément de cas différents à gérer. Là, il s'agit maintenant de mettre des bots donc, qui vont directement amener la réponse aux conseillers, qui vont concaténer finalement dans la base de connaissances les informations pour amener une réponse digérée directement adaptée à finalement ce que veut le client. Donc pour ce faire, ça nous oblige à retravailler toutes les bases de connaissances, parce que les bases de connaissances actuelles, il y a beaucoup de tableaux, il y a beaucoup de photos ou autres. Alors il faut les convertir pour qu'elles soient digérables par une IA générative. Ensuite, nous sommes en train de déployer donc, du cloud sur notre système de téléphonie pour pouvoir avoir dès la fin de l'année donc un transcript temps réel de l'appel qui va là donc permettre de noter ce que dit le client, ce que dit le conseiller, être lié à cette base de connaissances pour pousser directement donc l'information aux collaborateurs en fonction de ce qu'a dit le client, avec à la fin un résumé direct par SMS pour qualifier l'ensemble de la demande et mieux formaliser finalement ce que sont dit les deux parties. Alors nous avons eu la chance de visiter avec des membres de la FRC le cockpit de Bouygues Télécom. C'est assez impressionnant de voir comment tu suis les indicateurs. Est-ce que l'IA générative ne crée pas de nouveaux indicateurs et quel est en fait le retour sur investissement aussi de ces technologies ? Alors bien évidemment, on a l'habitude de suivre la satisfaction délivrée par les conseillers de clientèle et celle-ci, bien avec les outils actuels, on veut qu'elle augmente, que leur efficience augmente, qu'on donne une meilleure réponse aux clients parce que malheureusement il y a encore des cas où finalement ce qu'on dit c'est pas exactement ce que le client entendait ou finalement c'est pas la réponse adéquate. Donc ça c'est le premier point, continuer à faire augmenter ces satisfactions. Par contre, se créent d'autres médias, d'autres canaux, et en particulier la satisfaction délivrée par tous les automates. Et ça, c'est quelque chose de complexe. On avait échangé avec Stéphanie, parce que quand vous mettez donc des automates, des bots sur l'ensemble de vos canaux, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir mesurer cette satisfaction client, à la fois donc délivrée par le bot, lorsque c'est une réponse qui va être totalement générée avec de l'IA générative, ou lorsque il y a de l'intercanalité, parce que le bot parfois ne fait que transférer un conseiller de clientèle et il faut que ce parcours soit le plus fluide possible. Donc on a beaucoup de KPI nouveaux en termes de ce qu'on appelle les écoutes à chaud, finalement, ces enquêtes qu'on envoie à la fin du contact qui vont mesurer toutes les interactions, quel que soit le canal. Merci Alain. Alors chez Decathlon, mais je pense que c'est vrai aussi chez vous, on s'adresse à un très très grand nombre de clients. Comment on peut arriver à justement servir le client individuellement? Comment on peut arriver à hyper personnaliser? Alors c'est sûrement avec les technologies. Donc quels sont tes principaux défis toi, avec ces métamorphoses qui nous attendent? Toi aussi tu utilises l'IA. Alors, il y a beaucoup de changements. La technologie, et on va le voir sur le salon, c'est pas nouveau. L'IA est dans toutes les têtes. Toutes les entreprises s'y mettent, par peur aussi de louper une étape, de se dire si j'y suis pas, forcément mon entreprise elle va pas continuer à performer. Je reste très prudent avec l'intelligence artificielle. Bien évidemment, on y va. Comme beaucoup. Oui, chez Decathlon, il y a déjà l'intelligence artificielle à différents endroits. Par contre, la prudence, je la mets au niveau du client.
On voit que beaucoup de nos clients sont très enclins à vouloir solutionner par eux-mêmes ce qu'ils pourraient solutionner avec quelqu'un en phase 2. Ça, c'est une grosse partie des clients qui sont en demande de ça, ce qu'on appelle le self-care. Et malgré tout, un grand besoin de relations humaines. Et ça, c'est extrêmement important. Quand bien même, tu l'évoquais tout à l'heure, Eric, on aura des IA agents. Et ça, je pense que c'est vraiment la prochaine grosse révolution qui va nous toucher tous personnellement. Cet assistant un petit peu à la Jarvis, pour pas faire de pub à Marvel, mais sur Iron Man, où il va vous enlever... C'est pas grave, Disney est membre de la FRC, on peut les Super, accueillir. et c'est vrai en plus. Quand bien même, vous allez avoir cet agent qui va vous enlever plein d'éléments qui sont chronophages, dont vous n'avez pas envie de vous occuper. Ne serait-ce que faire un retour produit, avoir un renseignement sur votre compte de fidélité, il pourra s'en occuper à votre place. Donc, c'est très bien qu'on s'équipe d'intelligence artificielle, de robots, d'assistants, mais il arrivera un moment donné, on va se retrouver avec une dualité, c'est faire communiquer un robot avec un autre robot. C'est pour ça que je suis un fervent défenseur de la place de l'humain dans la relation. Il y aura différents stades, et par rapport à ça, bien évidemment, on fera quelque chose d'hybride. Il y aura une partie qui sera sans valeur ajoutée, pour lequel on se reposera sur l'automatisation, sur l'intelligence artificielle. Par contre, qu'est-ce qu'on sera empreint de volonté de relation avec les humains. Et ça, j'en suis intimement convaincu. Tu peux nous partager quelques cas d'usage, parce que tu es quand même en train d'utiliser aussi la réalité virtuelle pour montrer... Ouais. On va partir dans plein de choses. Tu as vu, il y a un timer. Je sais que le temps passe trop vite. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez, mais... Il faut quand même qu'il nous parle de tout ce qu'il est en train de faire. Bien évidemment, on est curieux de tout. Donc, si je devais donner des cas d'usage, l'intelligence artificielle, on l'a sur notre chatbot. Aujourd'hui, ça prend à peu près 80% des contacts qui sont sans escalade à un humain. Sachant que l'escalade, elle est toujours possible et elle est faite aussi pour ça. De se dire, si l'IA me va bien, tant mieux. Par contre, si je veux parler à un conseiller, je peux le faire tout naturellement. L'IA, elle est aussi présente dans l'approvisionnement. Toute la partie supply chain chez Decathlon pour pouvoir rendre la disponibilité des produits au plus proche, localement, de manière la plus adaptée. Et puis après, bien évidemment, on va être curieux. Alors là, on va quitter un peu l'IA. On parle souvent, et ça c'est un enjeu pour moi et pour toute l'équipe de relations clients, c'est de créer de la valeur. Souvent, un centre de relations clients, c'est un centre de coûts, c'est pas un centre de profit. Et au final, c'est compliqué. Quand il doit y avoir des coupes budgétaires, on vous demande, et si l'IA pouvait remplacer une bonne partie du personnel, ça, tout le monde y est passé à un moment ou à un autre. Donc, depuis plusieurs années, on est en recherche de création de valeur supplémentaire et j'ai la chance dans mon équipe d'avoir 98% des conseillers et conseillères qui sont issus du retail, donc qui connaissent très bien les clients physiques et qui connaissent très bien les produits. Ce qui se passe, c'est qu'on répond aussi à beaucoup de questions sur des produits ou des services. Les clients sont très satisfaits des réponses qui leur sont proposées, mais quand vous avez demandé un renseignement sur un produit, à la fin, la question, elle vient, qu'est-ce que je fais maintenant parce que j'ai envie de l'acheter, ce produit? Et il n'y a encore pas si longtemps que ça, on ne pouvait pas le faire. Donc on envoyait nos clients sur le magasin ou sur un site, sur le site e-commerce. Et là, c'est une rupture de charge dans le parcours client. On a redonné du super pouvoir à nos collaborateurs. Aujourd'hui, les conseillers sont en capacité de pouvoir passer une commande. Alors, ça n'a rien de nouveau, ça n'a rien de spécialement innovant, mais en tous les cas, de pouvoir faire de la vente à distance avec nos clients. On ne s'est pas arrêté là, on a encore été curieux. Moi, j'aime bien rendre accessible au plus grand nombre les codes du luxe. Et il y en a un qui m'avait tapé dans l'œil une fois, c'était le one-to-one, le personal shopper. J'avais vu ça aux Galeries Lafayette, c'était génial. Et je m'étais dit comment on pourrait le faire. Alors on a commencé tout simplement à poser des rendez-vous avec des experts, puisque forcément, comme ils viennent des rayons des magasins, ils ont à un moment donné une expertise sur un sport. Prendre rendez-vous avec un expert. Donc vous prenez des champions de la vente, plus des personnes matrixées à la posture relation client, vous mettez ça dans un shaker et ça vous fait des super conseillers qui vont pouvoir satisfaire et enchanter nos clients. On a commencé avec des rendez-vous téléphoniques et ensuite on est passé à la visio. Donc on est parti avec quelque chose de très basique, une salle, un iPhone et des AirPods. Et on a posé des rendez-vous aux clients. Toute l'année 2024, on est sorti avec un NPS à 100. Ça fait 30 ans que je suis chez Decathlon.
dans une expérience... C'est un vrai D4, lui. Hein. Je n'ai jamais vu un NPS à 100 sur un canal comme ça. Et donc, c'est fortement plébiscité. On s'est senti pousser des ailes avec ça. Et du coup, le 24 avril, on va inaugurer notre premier Visio Store. Donc, on aura plusieurs salles qui vont être dédiées à des sports, avec à l'intérieur des conseillers de la relation client, au top de la formation sur les produits. C'est incroyable ce qu'il est en train de dire. Les conseillers vont dans ce Visio Store et en fait, ils montrent le produit, le vélo, sous toutes les formes. Parce qu'en fin de compte, même en interne, hein, ça s'est opposé à un moment donné, de se dire relation client et business, c'est un peu antinomique. Mais absolument pas. Il n'y a pas de business s'il n'y a pas de clients. Chouchoutons nos clients, prenons-en soin. C'est des clients qui sont engagés, c'est des clients qui reviennent et c'est ce qui assure la pérennité d'une entreprise. Donc là, on va opérer de cette manière-là et je finirai par le petit élément dont tu me parlais qui était le côté visio. Le Vision Pro d'Apple fait un petit peu de pub. Forcément, dans une salle, mettre des grandes tentes de camping, ça rentre pas. Donc on a décidé de digitaliser en réalité augmentée à l'aide de cette technologie, ce qui fait que le client, quand il voudra voir une tente vraiment XXL, il pourra la voir, il pourra être à l'intérieur grâce à cette technologie de son ordinateur, de sa tablette, et c'est une expérience franchement géniale à vivre. Donc après le 24 avril, je vous invite à aller faire un tour sur le site e-commerce s'il y a une fiche produit qui vous intéresse, et si on est sur ces fiches-là, on est sur des produits d'investissement, le fitness, le cycle et la partie camping, et ben vous verrez, prendre rendez-vous avec un expert. Je vous invite vraiment à vivre cette expérience, et tout ça contribue aussi à l'hyper-personnalisation. Parler à tous, mais s'adresser à chacun, parce que chacun est différent, chacun est individuel. Et sans le dire, il a généré des millions d'euros à sa direction générale et il a prouvé que la relation client était aujourd'hui un levier de performance pour l'entreprise, même si on aime évidemment tous les produits comme les télécoms, comme l'assurance et comme le voyage. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, je ne sais plus comment on fait, Monsieur Spencer doit le savoir, mais j'ai la tablette, voilà, c'est là-bas, c'est indiqué, vous pouvez scanner le QR code et poser vos questions. On va terminer sur une conclusion tous ensemble, on va se projeter un petit peu dans le futur et je vais vous demander quel est le grand changement ou la grande métamorphose que vous pouvez imaginer dans l'expérience client. Alors, je ne sais pas si on dit 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce qu'on se met dans le futur? C'est quoi l'expérience client du futur chez Air France? Alors, pour répondre déjà, je pense que, je ne sais pas si c'était un critère de choix, Eric, mais on partage tous la même vision. L'humain va être au cœur, malgré la transformation qu'on est en train de vivre. Des transformations, on en a vécu plusieurs. Au moment d'Internet, on disait déjà, et beaucoup pressentaient que l'humain allait disparaître. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui encore, on est convaincu et je suis convaincue que l'humain va être au cœur. Alors, la technologie va être là pour renforcer, pour l'aider, pour l'augmenter. Mais au final, ce qui va être augmenté, c'est le rôle et la place de l'humain dans l'interaction client. Ce qu'on voit aujourd'hui déjà dans les tendances, et je vais donner 2 chiffres. Il y a 2-3 ans, pour tout ce qui est les interactions dans mon domaine chez Air France, on avait 60% des clients qui, avant de nous contacter, avaient essayé en solution self-service. Aujourd'hui, on est presque à 90% des clients qui ont essayé avant en self-service. Ce qui veut dire que quand ils nous contactent, quand ils contactent le service client, leurs attentes sont très fortes parce qu'ils ont déjà eu un irritant. Ils ont essayé en self-service et ça n'a pas fonctionné. Donc ça met beaucoup plus de pression sur nos équipes pour répondre aux attentes clients. La technologie, elle est là pour les aider à trouver les réponses adaptées et le plus rapidement possible, pour leur permettre d'être au niveau des attentes de nos clients. Donc on le voit, les clients, de plus en plus, quand ils vont se tourner vers le service client, ils vont avoir des attentes fortes. On va devoir aider le conseiller à répondre au mieux à ces attentes. En même temps, là où l'humain fera la différence, c'est que dans ces cas-là, si les outils, si le self-service n'a pas pu répondre aux clients, c'est qu'il y a une singularité dans le cas à traiter. Et l'humain va être au cœur de cette expérience, savoir prendre en compte la singularité,
chez Air France, c'est ce qu'on appelle la relation attentionnée. C'est ce sur quoi on mise, pouvoir développer davantage cette relation attentionnée, faire preuve de singularité, d'empathie et pouvoir adapter les process au cas rencontré par le client. Donc un enjeu fort pour remettre ou garder l'humain au centre des interactions. Vous allez tous dire la même chose, j'ai l'impression, et ça sera ma conclusion. À la Maïf, si on se projette à 3 ans, ça va être comment l'expérience client? Alors, sur le secteur de l'assurance, je pense que à travers toutes les percussions qu'on peut avoir, il y a un petit danger qui est de choisir finalement le chemin de la facilité. Je le qualifierais de cette manière-là. Ce chemin de la facilité, ça consisterait à se dire que on peut de plus en plus facilement dire non à l'assurance, puisqu'on est de plus en plus exposé aux risques climatiques et dans certaines régions, c'est plus un aléa, c'est une certitude. Il y a des sinistres tous les ans. La question est plus de l'intensité. Et donc, on a des assureurs qui peuvent être tentés de se retirer complètement de certaines zones géographiques et de le faire sans chercher forcément à participer au débat public sur l'assurabilité, sans chercher à proposer des solutions de prévention aux assurés. Le deuxième paramètre, c'est finalement de passer de la personnalisation de la relation, qui est évidemment une grosse attente des clients, à l'individualisation de la relation, ce qui est complètement différent, puisque en matière d'assurance, ça veut dire d'être hyper sélectif et de remettre en cause le principe de la mutualisation du risque, et donc c'est tout le dispositif qui pourrait tomber. Et puis, je le disais tout à l'heure, on est sur un secteur hyper réglementé, et c'est assez facile de justifier finalement une couture dans le parcours client par une nouvelle réglementation. Tout ça avec la possibilité de faire, excusez-moi de le dire comme ça, all-in sur l'IA, en se disant je déploie l'IA partout où c'est possible, et c'est assez commode puisque finalement dire non ou sélectionner, je le fais reposer par une IA et j'ai plus besoin de l'incarner. Alors ça, c'est effectivement le chemin peut-être un peu caricatural, même si je pense que certains concurrents pourraient être tentés de prendre ce chemin-là. C'est pas exclu non plus que des nouveaux acteurs rentrent sur notre secteur, d'autant plus que la réglementation européenne sur l'accès aux données va peut-être faciliter ce mouvement-là et pourrait aussi prendre ce chemin-là. Et d'une certaine manière, par rapport à... chacun va se fixer ses propres garde-fous. Donc ça va créer une forme de distorsion de concurrence. Donc nous, dans ce contexte-là, pour nous, le défi, c'est de se servir de toutes ces métamorphoses que tu citais pour vraiment consolider notre modèle, pour faire en sorte qu'effectivement de gagner en confort, de gagner en efficacité, de proposer une expérience encore plus fluide, d'augmenter finalement nos conseillers et nos gestionnaires pour qu'on retrouve et on renforce cette authenticité à laquelle je faisais référence tout à l'heure et qui est essentielle dans notre marque. Chez Bouygues Télécom, on se mettait à rêver, parce qu'avec Alain, on se connaît aussi depuis bien longtemps, à une expérience client totalement automatisée, self-service, plus d'humain, etc. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Surtout que tu gères, je ne sais pas combien, 10 millions de clients. Enfin, oui, on est vraiment dans un accord gagnant-gagnant. Des actes simples faits par des automates. Qui de mieux qu'un conseiller de clientèle pour optimiser un plan tarifaire? On pourrait tout à fait le faire à une IA, mais seulement elle donnerait peut-être pas le bon tarif, et puis surtout elle donnerait peut-être le tarif le plus bas, alors que le conseiller de clientèle peut amener beaucoup d'arguments, peut amener beaucoup de choses pour convaincre le client de rester vers quelque chose qui est gagnant-gagnant, gagnant pour lui, gagnant pour l'entreprise. Concentrer nos collaborateurs sur la création de valeur. Chez Bouygues Télécom, 90% des coûts du service client sont totalement pris en charge par la création de valeur, la vente de lignes, de nouvelles box, de services que font les collaborateurs. Et donc, quelque part, c'est vraiment cette complémentarité qu'on aura entre nos collaborateurs conseillers de clientèle et bien les automates. Donc, si tu te projettes à 3 ans, l'expérience client rêvée, c'est une fluidité totale. Est-ce qu'on pourra même détecter une panne avant qu'elle arrive, quoi? C'est ce que tu fais déjà. Oui, bien évidemment. Alors la proactivité, on en parle. Là, pour le coup, c'est l'automate qui lui-même le détecte et va proposer donc la réparation au client. Donc là, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide, et c'est des choses sur lesquelles on travaille. Oui. Alors on ne voudra pas se projeter non plus sans parler évidemment de nos amis députés, sénateurs qui nous posent des gros problèmes en ce moment. En France, il va y avoir l'opt-in, vous savez que ça va être voté. Donc, quand on parle de vente, quand on parle de cross-sell, ils sont en train de vouloir tout nous réglementer. On n'en peut plus de supporter ces... Enfin bon, je ne vais pas faire de coup de gueule ici, mais
C'est insupportable de vivre avec toutes ces réglementations, ces contraintes qui nous privent de liberté et d'exercer avec des entreprises vertueuses comme celles qu'on a autour de nous pour justement apporter de la valeur au client et lui offrir le meilleur service qu'il n'attend peut-être pas parce qu'il ne l'a pas connu ou il ne l'a pas rêvé. Donc c'est un peu dommage de voir arriver autant de réglementations. Suivez ce qui va se passer. Hein. La FRC, on fait notre veille régulièrement. Il va y avoir un opt-in. Les fraudeurs continueront, mais pas les entreprises vertueuses comme Bouygues Telecom et comme celles qui sont sur scène. On se projette un peu dans le futur aussi, Decathlon ? Parce que de toute façon, on ne pourra pas vivre sans les merveilleux produits, les vélos, les freins et tout ce que... Donc comment tu vois l'expérience client à 3 ans ? Surtout que si on veut vivre longtemps... Voilà. Il vaut mieux prendre soin de son corps, faites du sport. Bougez. Comment je vois l'avenir ? Je le vois serein, avec l'arrivée de... À chaque fois où il y a une nouvelle technologie, il y a une espèce de fantasme qui pousse avec ça, où on a eu l'ère des robots, où on n'aurait plus du tout d'ouvriers dans les usines, et puis ça s'est pas passé. Il y a eu l'ère d'Internet, il n'y aurait plus de bibliothèque, il n'y aurait plus de livres, ça s'est pas passé non plus. On ne vit pas en marge des technologies, des besoins des clients, de leur façon de consommer. On doit composer avec. Mais à chaque fois, chaque technologie, au bout d'un certain temps, une fois qu'on a passé ce côté un peu fantasme, on arrive à quelque chose de beaucoup plus lissé et on y voit tout l'intérêt d'une nouvelle technologie. Donc, tous nos différents parcours, canaux, où aujourd'hui on essaye encore ce qu'on appelle d'avoir des parcours sans couture. Toutes ces technologies vont nous aider à gommer ces coutures. Donc l'omnicanalité, on en parle depuis des années. Est-ce qu'on a une entreprise où c'est fait parfaitement à 100%? Je ne pense pas. Où on a envie de faire transpirer notre singularité. Toutes ces technologies-là vont nous aider à tendre vers ça. Et c'est pour ça que moi je vois plutôt cet avenir radieux. Parce qu'au final, il va contribuer à une chose. Ça sera à toujours mieux servir nos clients. La question de savoir est-ce qu'on doit mettre plus d'IA, pas d'IA, tout dépendra où on mettra le client dans l'entreprise. Si on le met au cœur, la messe est dite, on fera tout en fonction du client. Si on met les CDG au centre de l'entreprise, là, on ira vers de la productivité. Donc, en fin de compte, c'est en ça où les entreprises vont jouer la technologie de manière différente. Mais quoi qu'il en soit, il y aura une forme d'hybridation dans tout ça. Chaque entreprise a sa singularité. Chacun jouera avec ses cartes. Mais en ce qui concerne Decathlon, on garde ce qui fait, je dirais, le fonds de commerce de Decathlon depuis sa création, c'est le collaborateur, c'est l'humain, c'est le client. Donc, et je vous disais tout à l'heure, ça fait 30 ans que je suis dans cette entreprise et j'y suis aussi pour cette raison-là. Et c'est moi ce qui me continue à me faire vibrer. Donc je suis très serein pour la suite. Et je pense qu'on va avoir de belles années devant nous de découvertes. J'ai hâte de voir les prochaines plénières dans 2-3 ans ici. Ce que ça va donner. On vous donne rendez-vous, on sera là. Très serein pour la suite. Donc ce que je retiens de nos débats, c'est qu'on ne peut pas vivre sans technologie, sans IA générative. Je pense que les parcours clients vont être complètement revus, revisités. Est-ce qu'on scrollera un site internet de la même façon? Peut-être pas, on laissera sa demande et l'Agenti qui ira chercher la bonne solution. Mais avant tout, c'est l'humain. Et justement, est-ce qu'il n'y aura pas un human made? En vous écoutant, c'est fait par de l'humain. Vous l'annoncerez à vos clients. L'humain qui apportera toujours ce plaisir, ce souvenir dont je parlais tout à l'heure. Donc on ne pourra pas vivre sans justement cet humain. Et la relation client et l'expérience client va peut-être enfin reconnaître sa valeur, puisque les conseillers, on pense à eux aujourd'hui, je pense que c'est ce qui vous rassemble tous, la valeur apportée aux conseillers. Les conseillers pourront enfin faire reconnaître leur valeur au marché, et on l'espère avec des meilleures conditions de travail, avec des meilleurs salaires, avec tout ce qui va de suite, puisqu'ils ne sont pas assez reconnus. Et Dieu sait si vous vous battez tous les quatre pour justement les défendre. Merci à tous, on les applaudit très fort. On a tenu notre timing. Merci Decathlon, merci Christophe, merci Bouygues Telecom, Alain Angerab, merci Florent chez Maïf et Stéphanie qui nous fait rêver en nous faisant voyager dans les airs chez Air France KLM. À bientôt et très bon salon à tous, merci et vive la FRC.